Enfouies dans les jungles d'Amérique centrale, les pyramides des anciens Mayas sont restées à l'abandon pendant des siècles. De nouvelles découvertes extraordinaires nous permettent de mieux comprendre la chute de ces grandes cités. Depuis le ciel, on peut dire à l'ordinateur « supprime-moi toute cette jungle ». Dans les profondeurs, les Mayas se sont enfoncés de plus en plus profondément dans les grottes. Dans les fragments d'os, on va pouvoir reconstituer le régime alimentaire et chercher les traces d'un stress nutritionnel. Ou à la surface du sol, la 7e plus grande ville du monde. Elle est parfaitement planifiée. Nous découvrons les traces d'une société gouvernée par des souverains d'essence divine. Le roi Dieu est le ciment qui fait tenir l'ensemble. Dans un message venu du passé, les Mayas eux-mêmes nous racontent de nombreux événements survenus durant l'une des phases les plus critiques de leur histoire. Se dévoilent les derniers jours d'une grande civilisation. La guerre s'intensifie et le nombre de sacrifices humains augmente. Le dernier chapitre de l'histoire des anciens Mayas. La civilisation maya a prospéré dans les jungles d'Amérique centrale pendant plus de 2000 ans. Plusieurs cités se sont développées sur un territoire qui englobe actuellement le Mexique, le Guatemala, le Belize et le Honduras. Les Mayas du Sud peuplaient les basses terres, une région couverte de forêts tropicales humides. L'ancienne civilisation maya était l'une des plus fascinantes des Amériques. Cette civilisation s'est développée dans la jungle. Les Mayas ont bâti des pyramides d'une hauteur imposante et des temples richement décorés. Ils étaient très avancés dans les domaines des mathématiques et de l'ingénierie urbaine. Les Mayas ont construit des structures extraordinaires qui sont toujours debout alors qu'elles ont été abandonnées il y a plus d'1 millier d'années. Ils étaient parmi les meilleurs astronomes du monde. Les Mayas s'exprimaient à travers des sculptures et des figurines très vivantes et stylisées et des poteries polychromes aux couleurs éclatantes. Leur art se reflétait dans leur langue écrite, des hiéroglyphes qui pouvaient être compris dans tout le monde maya. Il y a plus de 1000 ans, leurs grandes cités ont été abandonnées. Qu'est-ce qui a pu provoquer la chute de toute une civilisation et de centaines de centres urbains? Partout dans le territoire maya du Sud, les habitants ont quitté leur ville, laissant souvent derrière eux de mystérieux amoncellements d'objets raffinés brisés, appelés dépôts rituels ou d'abandon. L'archéologue Aimi Awe a passé les 30 dernières années à mettre au jour et à préserver d'anciens sites mayas. La ville de Xunantunich, l'un de ses nombreux chantiers de fouilles, abrite une série de dépôts rituels. On se trouve actuellement en bordure du centre-ville de Xunantunich et ce que l'on a ici, c'est un petit complexe royal. Le palais était le cœur des anciennes cités mayas, et c'est également là que se trouvent la plupart des dépôts d'abandon. C'est un gros fragment de jarre. Voici le col, l'épaule, puis la paroi qui devient globulaire à la base. Oh là là! Regardez ça. On a des pointes de projectiles, beaucoup de céramique. On est en train de mettre au jour de vastes dépôts d'objets. Des bijoux en jade, des bijoux en coquillage, des meules, et aussi plusieurs sépultures. Plus de 60 cités mayas antiques abritent de semblables dépôts rituels. Autant de vestiges poignants et récurrents d'une destruction ciblée. On doit étudier les différentes caractéristiques de ces amoncellements, ne pas se limiter à un seul site.
On doit dégager des constantes régionales, car on commence à mettre au jour le même type de contexte et d'objets abandonnés au même endroit, site après site après site. Non loin de Shunan Tunich se trouve une petite ville maya surnommée Baking Pot, qui présente le même scénario d'abandon et de destruction. L'archéologue Julie Hogarth étudie Baking Pot depuis plus de 10 ans. Vers la fin de la période d'occupation, dans de nombreux sites des Basses-Terres, lorsque les Mayas utilisaient pour la dernière fois ces espaces, ils les tuaient rituellement. Ils considéraient que les édifices, les centres cérémoniels étaient vivants et abritaient un esprit. Donc, libérer l'esprit d'un lieu qu'on abandonnait était très important. On constate que souvent, sur les places et dans les cours, les anciens Mayas brisaient toutes sortes de céramiques et d'objets. Avec Julie Hogarth, on a décidé de venir effectuer des fouilles dans la partie nord-est du complexe royal. À environ 50 cm, à 1 mètre de la surface, on a commencé à mettre au jour d'immenses dépôts. Ces derniers contenaient des fragments épars d'objets de qualité. On découvre des instruments de musique, des figurines et également des corps. Un des individus avait la tête au sud. Le deuxième semblait ne pas avoir de tête. Ce lieu a-t-il été le théâtre d'un meurtre, d'un acte de violence ou d'un rituel ancien? Quelqu'un a-t-il pillé le palais, tout détruit et peut-être tué certains membres de l'élite? Ou des gens sont-ils venus ici quand la ville a été abandonnée pour faire des sacrifices humains ou enterrer certains de leurs morts dans le cadre d'un rituel? La poursuite des fouilles a permis de mettre au jour un crâne isolé. Au-dessus se trouvaient les fragments d'un vase qui comportait d'incroyables informations sur les derniers jours des rois mayas. C'est au milieu de ce dépôt qu'on a découvert le vase de Comcom. Ce récipient finement décoré porte le symbole du seigneur de Comcom. Comment le vase s'est retrouvé à Baking Pot. Dès qu'on découvre un objet portant des inscriptions hiéroglyphiques, j'en fais une photo qu'on envoie à Christophe, à Copenhague. Christophe Elmki est un archéologue et un épigraphiste capable de lire les glyphes mayas. La première fois que j'ai entendu parler du vase de Comcom, c'est quand Julie m'a envoyé un message sur mon portable, accompagné d'une petite photo de 4 tessons adjacents. J'ai tout de suite compris que c'était une découverte capitale. Et j'ai répondu « Trouvez-en plus !» avec un point d'exclamation. Et c'est ce qu'ils ont fait. J'ai vite compris qu'on allait avoir beaucoup de travail, car il y avait 86 tessons à assembler. Et à la fin du deuxième jour, ça a fait tilt. Il n'y avait que des glyphes et encore des glyphes. C'était le texte en hiéroglyphes le plus long jamais découvert sur un vase sur l'ère Maya. Le témoignage que nous livre le vase de Comcom est unique en son genre. Il est le seul qui nous soit parvenu d'un monde au bord de la catastrophe. L'ancienne civilisation maya a prospéré pendant 2000 ans, puis, vers l'an 800 de notre ère, l'abandon de ces cités a commencé. Le récit que nous raconte le vase débute en 799. On est au bord du précipice. On commence à voir le début de ce qui pourrait être considéré comme la chute de la civilisation classique. Le vase de Comcom décrit les événements qui se produisent à l'orée d'une importante période guerrière, en 799. Il nous raconte l'histoire d'une guerre entre deux souverains qui se disputent pouvoir et ressources à l'aube de l'effondrement de leur civilisation. Ce récit truffé de détails, riche en drame et en humour,
ne ressemble à aucun autre texte maya découvert à ce jour. C'est difficile de ne pas employer de superlatifs. C'est un vase absolument unique, sans équivalent. Le vase de Comcom nous raconte deux histoires, celle écrite en hiéroglyphes et celle de la vie et de la mort de l'objet lui-même. Destiné à être offert à un roi, il a voyagé à travers un monde maya moribond avant de terminer sa vie à Baking Pot, brisé en fragments disséminés entre des corps. Le vase a été fabriqué pour un roi de Comcom. Puis il est arrivé quelque chose et il a été cassé à l'extérieur du palais. Il a de très nombreuses histoires à nous raconter. Le récit dramatique qu'il nous livre est celui de deux souverains en guerre. Pour les anciens Mayas, les dirigeants étaient plus que des rois, ils étaient des dieux. Chaque cité maya avait son propre chef. Et très souvent, ces rois étaient considérés comme divins. Ces hommes portaient habituellement le titre de Ahau. Mais les rois n'étaient pas tous égaux. Et les plus puissants ont commencé à se distinguer des autres en devenant des Kuhulhau, ce qui signifie quelque chose comme « divin seigneur ». Les Kuhulhau servaient d'intermédiaires entre les divinités mayas et la population locale. Je m'appelle IHL Cotiren. Je suis une Quiché du Guatemala. Selon l'idéologie de l'époque, seul le roi pouvait entrer en contact avec les divinités. Idéologie et politique étaient mêlées. Sur chaque cité-État maya régnait un souverain d'essence divine plus ou moins puissant. On assiste à l'émergence, dans le monde maya, d'immenses centres urbains, de grandes villes, comme Caracol au Belize, Tikal au Guatemala, Calakmul au Mexique. Caracol, dans le sud du Belize actuel, est un exemple de la sophistication de l'ancienne civilisation maya. Les effets combinés de l'ingénierie, de l'agriculture, du commerce, de la politique et de la religion ont façonné un système complexe mais fragile. Un seul rouage cède et tout s'écroule. La découverte de preuves archéologiques a demandé des décennies de dur labeur et une révolution technologique. Diane et Harlan Chase ont fait le lever du site en 1983 et depuis, ils y reviennent chaque année. On a passé plus de 20 ans à essayer de déterminer l'étendue exacte de Caracol et du système de route. On a commencé à cartographier le site en 1985. À l'époque, ça voulait dire porter un théodolite sur l'épaule et se frayer un chemin dans la jungle à coups de machette. Pendant plus de 20 ans, Diane et Harlan Chase ont dessiné des cartes à la main, minutieusement, ne réussissant cependant à cartographier qu'une partie de la cité. Ils étaient convaincus qu'une grande métropole se cachait sous la jungle. Mais les travaux de levée avançaient si lentement qu'il leur était impossible de prouver son étendue exacte. On a cherché à utiliser une autre technologie à partir de 2005 et on est arrivé à la conclusion que le LIDAR pourrait faire l'affaire. Le LIDAR, un système de détection et de télémétrie par la lumière, servait à l'origine à réaliser des mesures atmosphériques. C'est le premier site sous les tropiques où le LIDAR a été utilisé à grande échelle. De petites parcelles avaient été étudiées ici et là, surtout en Europe. Mais personne n'avait employé ce système à grande échelle pour voir s'il était possible de soulever les arbres et de découvrir ce qu'il y avait en dessous. Le LIDAR envoie des milliers de faisceaux laser de différentes longueurs d'onde et mesure le temps que mettent les impulsions réfléchies à revenir à leur source. Les faisceaux laser ont réussi à traverser la canopée et des images de haute résolution du sol ont ainsi pu être générées. Cette technologie a révolutionné l'archéologie tropicale. Le LIDAR est un cadeau du ciel pour les archéologues qui travaillent en zone tropicale.
On peut dire à l'ordinateur, supprime-moi toute cette jungle. Et ce qui reste, c'est un sol dénudé, sur lequel on distingue les cours, les temples, les palais, les réservoirs. Ce qu'ont fait d'autres archéologues, quand ils ont eu accès au lidar, c'est de l'utiliser puis d'effectuer des vérifications sur le terrain. Et s'ils retrouvaient un élément caractéristique, ils se demandaient « Est-ce qu'il se trouve bien à l'endroit indiqué par le lidar ?» Nous, grâce au lidar, on a vérifié l'exactitude de nos cartes, plutôt que l'inverse. Les années passées à cartographier Caracol à la main portaient enfin leurs fruits. On avait nos levées, puis on a utilisé le lidar. À Caracol, la technologie du lidar, combinée au travail de cartographie de Diane et Harlan Chase, a permis de constituer une gigantesque banque de données exploitables. Adrian Chase, le fils de Diane et Harlan, a passé des années à modéliser les groupes d'habitation au sommet des collines, les Plazuelas. J'ai commencé à exploiter les données LIDAR début 2010. J'ai systématiquement traité celles issues des différents levés afin d'identifier et de numériser le plus de Plazuelas possible. Chaque carré correspond à l'habitation d'une famille élargie. Les collines en sont couvertes. La modélisation de Caracol à partir des données LIDAR a révélé toute l'étendue de cette ancienne et immense cité maya au degré élevé de sophistication. La carte d'origine comptait 78 structures. Le LIDAR a révélé l'existence de plus de 7000 habitations construites en hauteur. Caracol comptait dans les 100 000 habitants en l'an 700. D'après les chiffres dont on dispose, c'était la 7e plus grande ville du monde, une grande métropole. Le lidar a bouleversé notre vision des Mayas. Et on a pu montrer au monde ce qu'on savait parce qu'on avait arpenté Caracol. C'est-à-dire à quel point cette cité était immense et à quel point l'homme avait transformé le paysage. Il faut imaginer une vue totalement différente de celle-ci. On verrait des terrasses, des champs, des systèmes de routes et des habitations. Et non la jungle. Caracol était un chef-d'œuvre d'ingénierie urbaine. Mettant la roche à nu, les Mayas construisaient à flanc de coteaux des réseaux de terrasses agricoles. Les habitants étaient entourés de champs. Ils mangeaient du maïs, des haricots, des courges. C'était une collectivité durable. À Caracol, les Plazuelas étaient situés sur les sommets des collines. On est au centre d'une plazuela. Les maisons étaient généralement construites autour d'une place. Une série de structures se faisait face. Ceci est une habitation maya typique. Les escaliers et les murs de fondation étaient en pierre. Pour le reste, ils utilisaient des poteaux et du chaume. Pour savoir ce que mangeaient les anciens Mayas, on peut se reporter aux plats traditionnels des Mayas d'aujourd'hui et aux traditions culinaires qui les lient à leur passé, comme l'utilisation de cette meule en pierre appelée mano y metate. Les Mayas modernes maintiennent leurs propres traditions, et plus généralement les traditions mésoaméricaines. L'une de nos caractéristiques culturelles est l'utilisation du métate, la consommation d'un certain type de nourriture comme les tortillas, les tamalitos. Ce que je fais là, c'est ce que faisaient les anciens Mayas. Cette technique de broyage du maïs à la meule est la plus ancienne. Avec la pâte de maïs, on peut préparer différentes sortes de plats. Les tortillas, c'est le pain qui accompagne nos repas. Pas besoin de mettre de l'huile, on pose juste la tortilla sur la plaque. J'ai grandi avec tous ces plats. J'ai vu fabriquer les tortillas, broyer le maïs, récolter les haricots et les courges, conserver les aliments. Ces ingrédients étaient présents dans l'alimentation. Ils sont mentionnés dans les textes en hiéroglyphes et la tradition orale reflète l'importance de cette nourriture pour les Mayas. La vénération des ancêtres et les offrandes rituelles occupaient une place importante dans la vie des Mayas.
La structure mortuaire était généralement située à l'est. Elle se trouve derrière moi. Les Mayas y enterraient leurs morts et y effectuaient certaines offrandes rituelles. Cet édifice en particulier abrite une sépulture et des cachettes spécialement destinées aux offrandes. Je vais le prendre à deux mains. La grande qualité des présents déposés dans ces lieux secrets révèle une prospérité partagée par tous les habitants de Karakol. Il est lourd, celui-ci. Ok, tu le tiens bien? Il est en un seul morceau. Il est entier. Tout à fait. Il est fendu, mais entier. Tu me dois une bière. Faudra aller en ville. J'attendrai. On a fait une découverte très intéressante. Ce vase cylindrique est une œuvre d'art. Il a manifestement été gravé par un grand artiste. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il provient non pas de la tombe d'un notable, mais d'une petite crypte dans un groupe résidentiel. Le commerce était essentiel à l'essor des cités mayas. Aujourd'hui, Karakol semble être au milieu de nulle part. Mais à l'époque, elle détenait une position clé sur une route commerciale. Elle avait un accès aux marchandises que n'avaient pas forcément d'autres villes. Personne n'avait à marcher plus de 20 minutes pour aller jusqu'à un marché. Certaines poteries trouvées sur site provenaient sans doute d'un étal. Des peintures murales découvertes en 2004 dans l'ancienne ville de Calakmul nous donnent un bon aperçu d'un marché maya. Le réseau de routes pavées de calcaire débouchait sur le cœur de la cité, une immense pyramide. Ce qu'on voit de Karakol aujourd'hui est très différent de ce que voyaient les Mayas. Dans le centre, les bâtiments étaient en grande partie peints en rouge et blanc. Et les sols étaient recouverts de plâtre. Un contrat sacré régissait la société maya. La population construisait des pyramides et des temples et rendait hommage au roi divin. En échange, ces derniers pratiquaient des cérémonies et des sacrifices afin de plaire aux dieux et d'assurer la prospérité durable de la cité. Le roi Dieu est le ciment qui fait tenir l'ensemble. Techniquement, c'est un chef politique, mais c'est avant tout un chef religieux. Les cités mayas avaient chacune leur souverain, mais étaient toutes liées entre elles par le commerce et des alliances. Chaque site correspond à une mini-cité-État. Et tout au long de leur histoire, ces villes ont entretenu des relations étroites. Ces États, pacifiques pour la plupart, faisaient du commerce. Au fil du temps, leur interdépendance s'est accrue au point de devenir un problème majeur pendant le Classique récent. Pendant toute la période classique, de 250 à 700, les villes et la population se sont développées jusqu'à atteindre leur apogée. Puis, vers l'an 900, la plupart des grandes cités du sud du territoire maya ont été abandonnées, y compris Karakol. On se trouve au sommet de la pyramide de Kahana. Et voici le palais royal. Le départ de Kahana à la fin de la période classique a été précipité. Un des indices a été la découverte, au niveau de cette porte, du corps d'un très jeune enfant non enseveli, ce qui n'était pas dans les habitudes des Mayas. Et des violences ont éclaté. On a trouvé des armes, des têtes de massue et toutes sortes d'objets sur le sol. Le centre de Karakol a brûlé vers 895, puis il a été totalement abandonné. Peu après, ça a été les habitants sont partis et la forêt a repris ses droits et envahi le site. L'effondrement des cités mayas a commencé vers le milieu du 8e siècle. Vers 750, on assiste au début du déclin de la société classique. Les Mayas commencent à abandonner leur ville. Ils cessent d'ériger des grands édifices, des monuments sculptés. Vers 800, d'autres cités dans le sud du territoire maya connaissent le même sort. La fin des constructions monumentales marque le début de leur abandon.
Ce phénomène s'est accompagné du délitement du système économique et les réseaux commerciaux ont commencé à s'effondrer. Quelle a pu être la cause d'un tel bouleversement après des siècles de croissance? Quels événements survenus vers l'an 800 ont provoqué le déclin de l'ancienne civilisation maya? L'un des indices a été découvert dans les profondeurs des grottes du Belize. Il y a quelques années, des collègues des universités de Californie, Santa Barbara et du Nouveau-Mexique ont collecté des spéléothèmes dans la grotte de Yokbalum, dans le district de Toledo. Leur analyse s'est révélée capitale pour nous. Les spéléothèmes sont plus connus sous le nom de stalactites et stalagmites. Leur formation peut s'étaler sur plusieurs centaines d'années. L'eau de pluie acide dissout la roche et tombe goutte à goutte dans la grotte, formant des dépôts annuels semblables aux cernes d'un arbre. Les variations enregistrées dans les isotopes de l'oxygène entre une couche et la suivante permettent de déterminer la température et le taux d'humidité à l'extérieur de la grotte. Pour dater avec précision chaque anneau, on compare les taux de deux éléments, l'uranium et le thorium, et l'on obtient un bulletin météorologique qui s'étend sur 1000 ans. On s'intéresse aux isotopes de l'oxygène présents dans chaque anneau. Et aujourd'hui, on peut également déterminer l'âge de chacun de ces anneaux. Il devient alors possible d'établir un relevé climatique sur des milliers d'années. Les résultats révèlent que pendant la période classique ancienne, le climat est extrêmement favorable. C'est également à cette époque que la population maya s'accroît. Puis, à partir de la deuxième moitié de la période classique récente, la situation change du tout au tout. L'étude révèle qu'à partir de 750 environ, il y a eu une alternance de périodes très sèches et très humides. Vers la fin du 8e siècle, on constate que des périodes de fortes précipitations alternent avec des périodes de faibles précipitations, et ceci pendant une cinquantaine d'années. Vous imaginez les conséquences. Vous avez vos cultures à planter et chaque année, le temps change. Ensuite, à l'approche du 9e siècle, débute une période de près de 100 ans caractérisée par une sécheresse intense et prolongée. Mais les anciens Mayas étaient très résilients. Ils avaient déjà surmonté ce genre de phénomène. Alors, qu'est-ce qui, à la fin de la période classique et de la grande sécheresse, a conduit à un effondrement général de la société? Les os des anciens Mayas offrent un élément de réponse. Julie Hogarth fait appel à une nouvelle technique pour étudier sur plus de 1000 ans l'alimentation et le mode de vie de la population maya et découvrir ce qui a changé et à quel moment. On procède à la datation des ossements. Cela concerne des personnes issues de tous les milieux sociaux, des roturiers, qui étaient généralement des paysans, jusqu'au sommet de l'échelle, c'est-à-dire les dirigeants de la cité. Aujourd'hui, on effectue des fouilles dans la cour du palais royal, où vivait la famille royale. On a deux corps, on dirait. C'est la toute première tombe qu'on met au jour dans le palais royal de Baking Pot. Quel suspense! On va pouvoir reconstituer le régime alimentaire, les migrations et chercher les traces d'un stress nutritionnel éventuellement causé par une famine en période de sécheresse. Dans le laboratoire de l'université Baylor, un minuscule échantillon d'os livre des informations très précises. Voici un échantillon d'os. Un petit fragment suffit. Il faut purifier le collagène contenu dans les os avant de le dater pour obtenir des données fiables. La datation au radiocarbone permet de savoir quand vivaient ces gens, et l'analyse des isotopes stables nous indique ce qu'ils mangeaient. Une étude publiée en 2019 a révélé que l'alimentation des anciens Mayas de la vallée du Belize avait évolué avec le temps.
Il y a eu une grande sécheresse pendant la période classique ancienne, vers 250-300 de notre ère. Mais les Mayas avaient alors un régime alimentaire beaucoup plus varié, et les conséquences ne semblent pas avoir été aussi graves. À la période classique récente, ce n'était plus le cas. Leur alimentation n'était plus aussi diversifiée. Lorsque le climat était stable et les pluies abondantes, les cités mayas se développaient. Peu à peu, la population qui se nourrissait d'un mélange d'aliments sauvages et de produits agricoles en est venue à dépendre de plus en plus du maïs. Il est clair qu'avec le temps, les Mayas ont augmenté leur production de maïs. C'est un excellent produit. On peut en cultiver des quantités importantes et le stocker. Mais il présente aussi certains inconvénients. D'abord, sa culture exige de grandes surfaces et ensuite, elle dépend des précipitations. Les immenses cités construites en terrasse pour permettre la culture du maïs prospéraient si les pluies étaient abondantes. Et lorsqu'une sécheresse frappait, la population comptait sur ses souverains pour les faire revenir. Ces hommes n'étaient-ils pas de nature divine ? On imagine bien que les dirigeants mayas invoquaient de plus en plus souvent les dieux pour faire venir la pluie lorsque les choses commençaient à mal tourner, qu'il ne pleuvait plus et que la situation s'aggravait. Car ils étaient censés être les faiseurs de pluie, étant eux-mêmes des divinités. Sans pluie, ils perdaient une partie de leur autorité. Quand ça va mal, on prétend que tout va bien. On s'accroche au statu quo tant qu'on peut. Mais quand la situation devient intenable, il faut trouver une solution. Pour les dirigeants politiques, une des façons de faire face à la crise consistait à augmenter l'activité rituelle. Pour invoquer la pluie, gage de vie, de fertilité et de prospérité, les Kuhul Aao, les divins seigneurs, offraient en sacrifice leur propre sang sacré. La saignée rituelle jouait un rôle clé dans les démonstrations de piété des Mayas. Les rois divins ne se contentaient pas d'offrir des sacrifices dans les temples. Parfois, ils se rendaient là où habitaient les dieux. Les Mayas croyaient que les grottes, appelées Xibalba dans certaines langues mayas, étaient la demeure de nombreux dieux. Parmi eux, l'un des plus importants était le dieu de la pluie. Les grottes ont sans doute servi de lieu de cérémonie dès l'arrivée des Mayas dans la région vers 1200 ans avant notre ère. On se trouve dans la salle des stèles, à un peu plus de 500 mètres de l'entrée principale. Dans cette salle étaient pratiquées les saignées rituelles destinées à apaiser les dieux. Voici un de ces grands plats en céramique qui était probablement utilisé au cours des saignées rituelles. Il devait y avoir du papier d'écorce à l'intérieur pour collecter les gouttes de sang. Et ce papier était ensuite brûlé en offrande aux dieux. Une fois la cérémonie terminée, les plats étaient souvent brisés pour mettre fin à leur existence, libérer leur esprit. Avec le temps, à mesure que l'usage des grottes s'intensifiait, il semble que les Mayas se soient enfoncés de plus en plus profondément dans les grottes. On est à un peu plus d'1 kilomètre de l'entrée d'Aktun Tunichil Muknal, la grotte du sépulcre de pierre. J'ai été le premier archéologue à pénétrer dans ce lieu et j'ai compris que c'était une occasion unique d'étudier une grotte qui n'avait pas été pillée. J'ai été frappé par la quantité considérable de restes archéologiques qui s'y trouvaient. Parfois, quand je viens faire mon travail d'archéologue,
que je suis en train de prendre les mesures d'un objet et que je regarde autour de moi, je réalise tout à coup à quel point cet endroit est sacré. Et pas seulement pour les anciens Mayas, mais aussi pour les Mayas d'aujourd'hui. C'est un vrai privilège d'être ici. Les anciens Mayas venaient souvent faire des offrandes à leurs dieux dans les grottes. La vaisselle en céramique dans laquelle ils apportaient la nourriture était fréquemment brisée, autrement dit tuée. Ce rituel consistait soit à casser un simple petit fragment sur le bord du plat, soit à percer un trou, soit encore à casser entièrement l'objet. Les offrandes faites aux dieux sont telles qu'elles étaient lorsque les derniers Mayas sont partis, il y a plus de 1000 ans. Ce récipient qui est là, comme vous voyez, semble avoir été fabriqué hier. En réalité, il a près de 1000 ans. Il avait 3 pieds. Les Mayas les ont enlevés, puis ils ont brisé le plat. On a ici 2 des pieds qui ont été arrachés à la base du récipient. Et si on les soulève, on découvre 3 petites billes qui faisaient comme un grelot à l'intérieur. La datation du charbon de bois ou la datation au radiocarbone nous aide à déterminer avec précision les périodes d'importante activité rituelle. Et on constate que cette augmentation du nombre de cérémonies coïncide avec le moment du déclin des grandes cités. On observe également une hausse du nombre de sacrifices humains dans cette grotte. Les Mayas redoublaient de ferveur. Ils suppliaient leur Dieu d'apporter la pluie, d'assurer l'équilibre de leur univers. On remarque que parmi les sacrifiés, le pourcentage d'adultes est généralement inférieur à celui des enfants et des adolescents. On a mis au jour entre 18 et 20 squelettes, dont plus de la moitié sont ceux d'individus jeunes. Pourquoi des enfants? Dans de nombreuses cultures, ils sont considérés comme purs. Et ils sont aussi les victimes préférées du dieu de la pluie. Dans d'autres grottes de l'ouest du Belize, les sacrifiés étaient toujours très jeunes. Cet enfant avait très probablement entre 10 et 14 mois. Le contexte nous apprend qu'il a été sacrifié pendant la période classique terminale, vers 800 ou 850. Mais la mort d'enfants ne suffisait pas toujours. L'offrande suprême au dieu était le sacrifice d'un divin seigneur. La saignée rituelle d'un souverain avait certainement plus de poids que le même type de sacrifice ou d'offrande pratiqué sur une personne ordinaire. Cette préférence semblait s'appliquer également aux sacrifices humains. Des notables ou un souverain capturé dans une ville voisine étaient des victimes sacrificielles de choix dans les cérémonies importantes. La guerre a sévi dès la naissance de la société maya, mais à partir de l'an 750, elle s'est peu à peu intensifiée. Les troubles vont crescendo. Il y a davantage de guerres, davantage d'antagonismes sociaux, etc. C'est à cette époque que se sont produits les événements relatés sur le vase de Comcom. Le vase de Comcom nous raconte des faits qui ont eu lieu en février 799. C'est une période critique de l'histoire maya. C'est le moment où de nombreuses grandes cités commencent à décliner et où beaucoup d'entre elles sont abandonnées et se dépeuplent. Et boum, voilà que le vase de Comcom vient combler l'espèce de vide qui entoure cette période précise. Les Mayas eux-mêmes nous racontent de nombreux événements survenus durant l'une des phases les plus critiques de leur histoire.
Le scribe devait, primo, connaître l'écriture maya et, deuxio, être capable de calibrer la taille des glyphes afin que tout le récit tienne sur le vase. Ce sont des objets de prestige, fabriqués par des artisans très habiles qui sont non seulement des artistes, mais qui savent également écrire. IHL Kotiren est une épigraphiste. Elle étudie les écritures anciennes. La connaissance des hiéroglyphes ayant disparu avec les anciens Mayas, il est important que leurs descendants se réapproprient leur histoire et leur culture. Nous ne disposons que de quelques objets qui nous renseignent sur l'immense savoir des anciens Mayas. On aimerait, à travers l'étude de l'écriture maya, pouvoir récupérer ce savoir, du moins en partie. Depuis 2010, on organise des ateliers. On y enseigne l'écriture maya et aussi, de façon plus générale, notre culture, notre histoire. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre aux gens à lire les glyphes, mais également de partager un savoir. Je m'appelle Frank Sib. Je viens du joli village d'Ushmulka, au Belize. Je suis un Yucatec et je parle le maya. En grandissant, j'ai appris à connaître notre culture et j'ai mis en pratique beaucoup de nos traditions. C'est ce qui m'a amené à apprendre à lire les glyphes. C'est très important pour nous, les Mayas. En ce moment, j'apprends la peinture sur poterie. Aujourd'hui, les Mayas lisent les glyphes et les récits de leurs ancêtres, comme celui écrit par un prestigieux artisan à l'intention du roi de Comcom. Ce vase a été fabriqué pour le plus puissant de tous les hommes. Il est le maître de la terre. Le jeune souverain de Comcom. C'est un des meilleurs points de vue qu'on ait de la chute des Mayas, parce qu'ils en sont eux-mêmes les auteurs. Sur la plupart des récits gravés sur des monuments, quelques années s'écoulent entre deux phrases. Sur ce vase, ce sont quelques jours. On dirait que quelqu'un a écrit des annales historiques ou tenu un journal, et que ce texte en est la copie. La plupart des inscriptions sur les stèles mayas retracent pour la postérité des conquêtes ou des accessions au trône. Contrairement à tous les autres textes découverts à ce jour, celui qui figure sur le vase de Comcom est un récit personnel d'un témoin des grandes batailles qui ont opposé deux puissants souverains. Le vase décrit une succession rapide d'événements survenus à la fin du mois de février 799. Il rend compte de la lutte pour le pouvoir que se livraient deux souverains. Kinish Laramtum régnait sur Yashha et Itzam Najrawil sur Naramho. Mais ils étaient proches parents. La mère du roi de Naranjo était originaire de Yashha. Des relations familiales très étroites unissaient donc la dynastie de Naranjo à celle de Yashha. Et on a émis l'hypothèse que le roi de Naranjo et Laramtum étaient cousins. Les deux cités étaient aussi géographiquement très proches. Elles étaient à moins d'un jour de marche l'une de l'autre. L'histoire débute à Naranjo par la bénédiction des dieux. Le 19e jour de février 799, le feu a été allumé par frottement. Le prêtre de Naranjo a fait le feu rituel. Le récit sur le vase de Comcom commence par l'allumage d'un feu par frottement. Il s'agissait souvent d'une pratique rituelle. La première bataille décrite est la destruction d'une petite ville par le roi de Naranjo. 2 jours plus tard, le 21, la ville de Saksuts a été brûlée. Telle est la volonté des dieux. Le seigneur de Naranjo prépare une plus grande conquête, celle de la cité de Yashha. 7 mois et 14 jours se sont écoulés depuis que le feu sacré a jailli. L'ordre a été donné de détruire Yashha. Le centre de la ville de Yashha a été rasé. Le roi de Naranjo a pris le contrôle de Yashha.
le récit tourne ensuite en dérision le souverain vaincu. Et le roi impuissant de Yasha, Kinishla-Ramtun, s'est enfui. Il s'est réfugié dans une région infestée de moustiques. Il est monté vers le lieu où abondent les moustiques, le roi de Yasha. On se moque ouvertement de lui. Il n'existe aucun autre exemple de chronique historique comme celle-ci. Le 3e jour de septembre 799 a lieu la danse de la victoire Kek-Ak. C'est la fin du récit, comme si l'aboutissement du récit était une danse, appelée danse de la tortue qui ressemble à une grenouille. Kinishla-Ramtun est l'un des derniers rois connus de Yasha. Après l'an 800, il n'en a plus été fait mention. D'ailleurs, plus aucun monument gravé n'a été construit par la suite. Le vase de Komkom dépeint vraiment cette période de déclin du monde maya. Le récit revient sur une époque troublée qui a marqué le début de la période classique terminale. Le vase a été conçu, fabriqué et consacré en 812, alors que la plupart des villes mayas avaient déjà sombré ou étaient en cours d'abandon. Et il a été découvert dans un dépôt qui atteste la fin de la royauté à Baking Pot. Yasha n'était que la première ville à tomber. Pendant un siècle, l'un après l'autre, tous les rois mayas ont perdu leur pouvoir et leurs cités ont été abandonnées. À mon avis, l'une des principales causes en est le comportement même des habitants de Karakol. Karakol a connu son âge d'or pendant le Classique ancien. Vers 650-700 de notre ère, la population a atteint son apogée. À l'époque, tout le monde avait accès aux mêmes choses. Si on pouvait comparer l'économie maya du Classique ancien à la nôtre, on dirait qu'il y avait une classe moyenne importante. Mais à la fin de cette période, on assiste à une bascule. L'accès aux marchandises se réduit considérablement. On a des riches et des pauvres. Le système politique fondé sur le pouvoir du Kuul Aaho, le divin seigneur, pèse beaucoup sur les classes sociales les plus basses. Il est important de se demander comment les roturiers voient ce système, pendant combien de temps ils l'acceptent et quand ils commencent à le contester. Si les civilisations s'effondrent, les peuples demeurent. On est nombreux à penser que c'est une période de déclin, dans le sens où de nombreux aspects traditionnels de la société maya se délitent. Les souverains commencent à perdre le contrôle qu'ils avaient sur la population. Je suis d'accord avec plusieurs archéologues qui voient dans la chute des Mayas une transition. Il y a encore des Mayas au Guatemala, au Mexique, au Belize, au Honduras et au Salvador. La culture maya vit à travers les langues et l'histoire maya. L'une des principales leçons à tirer de l'étude des anciens mayas, c'est que notre propre civilisation pourrait un jour s'effondrer. Les anciens mayas devaient se dire « Regardez ce qu'on a accompli, ça ne se terminera jamais. Au contraire, ça ne pourra aller que de mieux en mieux. » Certes, la culture maya est toujours vivante, mais la civilisation telle qu'elle a existé n'a pas survécu. L'histoire de la chute des Mayas nous ramène à notre propre réalité, à ce qui va bientôt nous arriver si on ne change pas notre comportement. Nous devons nous interroger sur le chemin que nous avons choisi. Allons-nous faire en sorte de préserver notre environnement afin de ne pas commettre les mêmes erreurs ?